Anthony, il y a un peu de monde qui se connecte. Est-ce que tu veux déjà te présenter et expliquer un peu ce que tu fais? Ouais, avec plaisir. Alors donc, moi, c'est Anthony. Je suis ostéopathe en cabinet depuis à peu près une dizaine d'années. Là, ça fait un peu plus. Et je suis aussi enseignant dans une école d'ostéopathie depuis à peu près le même temps. Ça fait aussi une dizaine d'années que j'enseigne. Là, aujourd'hui, j'ai accepté l'invitation de Charbel. Bon, sur le plan professionnel, parce que c'est des cas que je rencontre moi au cabinet, mais surtout sur le plan personnel, parce que j'ai eu de l'asthme quand j'étais enfant et pas du petit asthme. Hein. Donc, j'avais un appareillage et tout pour aller à l'école. Et bon, après, on discutera de tout ça à la fin, mais en gros, j'ai eu une expérience qui m'a poussé à peut-être me poser d'autres questions que ce qu'on proposait de base comme traitement, c'est-à-dire corticoïdes et autres. Voilà, donc j'ai eu un chemin qui a été un peu long là-dessus, mais je pense que ça vaut le coup de le partager. Et comme j'ai ma vision de professionnel qui intervient là-dedans, je pense que c'est d'autant plus intéressant d'avoir ce double aperçu du problème, quoi. Voilà. Ok. Merci pour cette petite intro et on va démarrer dans un petit instant. Ok, bon, on va démarrer et je vais déjà expliquer pourquoi j'avais envie de faire cet atelier sur l'asthme. Un peu comme Anthony, moi, à titre professionnel, je l'ai vu à mon cabinet en tant qu'ostéo ou en auriculothérapie, ça fait 7-8 ans. Donc, j'avais un avis de professionnel là-dessus, mais je trouve qu'un avis est toujours plus authentique quand on vit la chose. Alors, je n'ai pas cherché à avoir de l'asthme, mais cette année, j'ai eu quelques mois où j'avais pas mal de crises, en fait. Donc, j'ai vécu le truc de l'intérieur, même si ce n'était pas chronique, c'était assez aigu et c'était assez pour se rendre compte qu'il fallait partager les solutions qui peuvent être très intéressantes, en naturel en tout cas. C'est l'objectif de cette émission, et les diffuser au plus grand nombre. Et je voulais vraiment aborder ce sujet sur deux plans, c'est-à-dire le plan des solutions, les solutions naturelles qui existent, mais aussi le plan de la prévention, puisque une solution, elle est là surtout pour traiter une urgence, donc quand on est dans une crise et que c'est vraiment la galère en fait et qu'on n'arrive plus à respirer. Donc forcément, on a besoin d'une solution qui soit efficace tout de suite. Et le plan sur la prévention, où entre les crises, il y a un vrai travail à faire et il y a une implication du patient pour qu'il puisse passer comme dirait Anthony tout à l'heure, passer à une autre étape et commencer son cheminement à se libérer de cette affection. Et je fais exprès de dire affection et pas maladie, pour qu'on comprenne que c'est pas réversible, que c'est réversible. Pardon. Donc je fais une petite parenthèse, une petite note d'attention. C'est pas parce qu'on parle aujourd'hui de solutions naturelles qu'il faut jeter ces médicaments à la poubelle. C'est pas l'objectif. Quand vous avez une urgence, surtout vis-à-vis d'un enfant qui a une crise d'asthme, ne jetez aucun médicament à la poubelle. Ne vous dites pas qu'avec des solutions naturelles, on va tout régler en 15 jours. C'est pas l'objectif. Donc, l'objectif, c'est vraiment de voir comment on peut faire un cheminement sur de la prévention pour s'en sortir petit à petit et que si un jour vous avez envie de vous démédicaliser, vous le faites avec la collaboration de votre médecin ou de votre praticien de santé pour que ça puisse se faire de la meilleure des manières possibles. Donc, le point de départ, c'était il y a quelques années un jeune garçon d'une dizaine d'années, je pense que c'était le neveu d'une de mes patientes, qui était décédé d'une crise d'asthme. Et j'avais trouvé ça complètement dingue, en fait, qu'à 10 ans, enfin même en 2019, je ne sais plus c'était quand, en 2018, qu'on pouvait encore mourir d'une crise. Et je me disais que c'est pas possible qu'on puisse tout mettre dans les mains des traitements actuels et que malgré les traitements actuels, qu'on puisse en mourir de ça, surtout chez des sujets très jeunes. Donc, là, je vais vous décrire un petit peu comment fonctionne l'asthme. Je ne vais pas vous emmerder avec des explications scientifiques très chiantes, mais on va au moins décrire comment ça fonctionne. L'asthme, ça vient du latin asthma, qui veut dire une respiration difficile. Et l'asthme, en fait, c'est une inflammation de bronches. Et c'est quoi une bronche, en fait? C'est un peu comme un arbre. Je vous montrerai une photo tout à l'heure pour que
vous ayez une petite idée, c'est un peu un arbre qui va se diviser en petites bronchioles, donc c'est des plus petites bronches, et c'est à travers ces bronches en fait, que l'air va arriver jusqu'au poumon, à travers la trachée notamment. Et l'oxygène qui est contenu dans l'air va pouvoir arriver et s'échanger avec l'organisme au niveau de petits sacs d'air qu'on appelle les alvéoles. Donc, tout à l'heure, j'avais dit que je ne parlerais pas de l'asthme en tant que maladie, mais en tant qu'affection, parce que c'est réversible si on arrive à faire un traitement de fond, pas que médicamenteux, pas que chimique, mais un traitement de fond surtout sur l'hygiène de vie, où on peut vraiment éradiquer, et là le mot il est vraiment choisi, on peut éradiquer cette affection définitivement, s'il y a tout un protocole, si on suit tout un protocole. Donc quand vous avez une crise, eh bien forcément, ça se manifeste par une gêne respiratoire, par un essoufflement, une respiration sifflante, on a une toux sèche et on a une sensation d'oppression dans la gorge et dans la poitrine. Ces crises, elles peuvent durer quelques minutes ou elles peuvent durer quelques heures. Pour décrire un petit peu, quand tout se passe bien, quand on respire, l'air circule, on avait dit, par les bronches pour arriver jusqu'au poumon. Chez quelqu'un qui est asthmatique, à cause de l'inflammation qu'il y a dans les bronches, donc dans la paroi interne de ces conduits, il y a une sécrétion de mucus qui est provoquée et on respire très mal. Donc là, je vais vous partager une petite vidéo en 3D qui va vraiment vous aider à comprendre un petit peu mieux comment le système fonctionne. Et ça vous montre cette animation virtuelle vous permettra de comment mieux ça comprendre fonctionne. l'asthme et comment contrôler au mieux cette affection. Pour ceci, voyageons quelques instants dans notre organisme au sein de nos poumons. Comme vous le voyez, ceux-ci sont composés d'une multitude de conduites appelées bronches. C'est dans ces conduites que l'oxygène voyage pour aboutir dans ces petits sacs que vous observez à présent appelés alvéoles. Tandis que ces alvéoles s'ouvrent et se contractent en permanence, l'oxygène respiré va, partant de ces alvéoles, se diffuser dans le sang et nourrir l'ensemble de notre organisme. À présent, pour mieux comprendre l'asthme, observons à nouveau notre bronche. Vous voyez que celle-ci est parcourue de muscles lui permettant de se contracter puis de se dilater. Or, en cas d'asthme, ces muscles vont soudain se contracter excessivement. Sous l'effet de cette contraction excessive, l'air qui devrait circuler dans notre bronche est à présent bloqué. On parle alors de bronchoconstriction, ce qui explique la difficulté à respirer que ressentent les personnes atteintes d'asthme. Mais observez aussi la paroi de notre bronche. Celle-ci semble manifestement enflammée. En effet, en cas d'asthme, des cellules pareilles à celles-ci entretiennent une inflammation permanente dans la paroi de nos bronches. Et même si nous ne ressentons rien, elles peuvent à tout moment favoriser une nouvelle crise, comme la bronchoconstriction que nous avons déjà vue. Heureusement, vous pouvez agir sur ceci. D'une part, en prenant un traitement permettant de dilater à nouveau vos bronches. Et d'autre part, en y associant un deuxième traitement, s'attaquant à l'inflammation sans cesse présente dans ces bronches. Vous pouvez ainsi contribuer à prévenir la survenue de ces crises, d'où l'importance de la prise quotidienne de ces traitements associés. En plus, au quotidien, des solutions pratiques très simples peuvent aussi... Donc, pour ceux qui ont suivi cette petite vidéo, il l'explique assez bien et je rebondis sur ce qu'ils disent à la fin. Donc, on a une inflammation des bronches et donc on va prendre un traitement pour réduire cette inflammation des bronches et on va prendre un autre traitement pour pouvoir dilater les vaisseaux pour que l'air puisse rentrer. Sinon, on étouffe et on ne peut pas respirer. C'est ça, hein, la crise d'asthme, c'est pour ça qu'on peut encore en mourir aujourd'hui. Donc, là, je voulais vous parler des solutions qui existent et on va commencer par les solutions chimiques parce que je n'ai pas envie de cracher dessus parce que ça fonctionne et qu'on peut encore sauver des vies grâce à ça. Donc, jetez pas vos médicaments chimiques. Donc, on va associer un anti-inflammatoire et un bronchodilatateur dans la majorité des cas. Vu qu'il y a une inflammation, on prend un anti-inflammatoire. Donc, on est content, ça va supprimer l'inflammation. Malheureusement, si on réfléchit en termes de médecine douce, puisque c'est aussi le thème de toutes ces émissions, si on réfléchit en termes de médecine douce, on doit réfléchir en termes de globalité. Donc, supprimer l'inflammation, c'est uniquement traiter la conséquence. Alors oui, c'est intéressant de traiter une conséquence quand il y a un état d'urgence, c'est-à-dire qu'il va sauver une vie, je suis d'accord là-dessus, mais quand on va constamment
et uniquement traiter l'urgence sans jamais aller s'intéresser à ce qui se passe entre les crises, eh ben, c'est comme ça qu'on va faire passer quelqu'un d'un asthme allergique aigu à un asthme chronique qui est sévère. En tout cas, c'est mon avis là-dessus, que les asthmes chroniques sévères, c'est simplement, comme toutes les maladies chroniques, c'est de l'aigu qui a été étouffé. On reviendra là-dessus dans un petit moment. Donc, dans le cas du médicament chimique, c'est sympa parce qu'on va pouvoir respirer, on va pouvoir sauver la vie, mais on ne va jamais s'intéresser à qu'est-ce qui finalement a causé l'inflammation. Donc là, on a parlé d'anti-inflammatoires et de bronchodilatateurs chimiques, mais on va pouvoir trouver les mêmes en naturel. Et c'est exactement le même système que précédemment. Donc, on va, au lieu de prendre du chimique, prendre des substances naturelles, c'est-à-dire des plantes ou des teintures de plantes, qui auront certes moins d'effets secondaires, ou voire pas du tout d'effets secondaires par rapport aux médicaments chimiques, qui vont créer moins d'accoutumance aussi. Mais dans le processus, dans la réflexion, c'est exactement la même chose. On va venir dilater les bronches pour permettre la respiration. On va venir mettre un anti-inflammatoire naturel pour calmer ce qui se passe, mais en aucun cas on aura traité la cause. Donc parfois, même avec des solutions naturelles, il y a des thérapeutes ou il y a des patients qui passent à côté de ce qui est vraiment important, c'est-à-dire d'aller traiter le fond sur de la prévention. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre que du chimique ou que du naturel. Vous choisissez la méthode qui vous plaît le plus, mais là, ce que je vous demande, c'est d'aller faire un effort de réflexion sur faire autre chose que juste traiter la cause. Donc, on a compris que c'était une inflammation des bronches et j'avais envie de décrire un petit peu ce que moi je pense de l'inflammation, en tout cas comment je la vois quand par exemple on est en ostéopathie ou en auriculothérapie qui sont des médecines douces. Pour moi, l'inflammation, c'est le top départ d'un processus de réparation. Quand le corps provoque une inflammation, c'est le top départ d'un processus de réparation. Si je prends l'exemple d'une entorse ou d'une fracture, en général, l'organisme va déclencher une inflammation pour commencer à réparer les tissus qui ont été altérés par un traumatisme, par un choc ou par une infection extérieure. Et si on en revient à notre sujet, c'est-à-dire dans le cas de l'asthme allergique, par exemple, s'il y a eu un allergène, il y a forcément un processus d'inflammation qui va se mettre en place pour réparer les tissus qui ont été altérés par l'affection extérieure. Donc, on peut avancer un petit peu sur bonjour à tous, à ceux qui arrivent. On peut déjà aussi comprendre à quoi servent les poumons. C'est-à-dire que s'il y a de l'inflammation, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a agressé les bronches et les poumons, et on pourrait déjà se pencher sur à quoi servent les poumons. Les poumons, c'est un organe d'élimination. Il y en a 4 dans notre corps. Je ne parle pas d'émonctoire, mais je parle d'organes d'élimination. Un émonctoire, ça peut être le foie, mais le foie ne va pas lâcher des toxines hors du corps, il va lâcher des toxines dans l'intestin ou dans le côlon, mais il ne va pas les faire sortir du corps. Donc les poumons, c'est un organe qui va permettre de faire sortir tout un tas de résidus hors de votre corps. Et s'il n'arrive pas à les faire sortir, vous allez forcément avoir une cage thoracique et un arbre bronchique qui seront congestionnés. Donc il faut déjà se poser la question de pourquoi j'ai un arbre bronchique qui est congestionné et qu'est-ce que je suis en train de faire à mes poumons et qu'est-ce que je suis en train d'altérer pour que le corps soit constamment en train de provoquer une inflammation. Donc il faudrait comprendre c'est quoi les origines des congestions qu'on peut avoir au niveau des bronches et au niveau de l'appareil respiratoire. Donc là, on fait une transition douce vers la prévention. Et là, je vais donner la parole à Anthony dans un instant. On va pouvoir ensemble avancer sur les différentes solutions qui existent pour pouvoir prévenir et modifier un peu notre terrain. Et je pense que les origines de la congestion, il faut aller les voir dans ce qui se passe dans notre environnement. On parle souvent d'environnement extérieur, c'est-à-dire les allergènes, c'est-à-dire la brume de sable, le pollen, les poils du chat, le climatiseur, etc., etc. Ce sont des allergènes extérieurs. Donc, lorsque votre environnement extérieur n'est pas propice, ça peut vous déclencher une crise. Mais là, moi, j'aimerais qu'on se penche aussi sur les allergènes intérieurs. Et je fais une petite analogie avec les gens qui ont des allergies. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des sinusites chroniques ou des rhinites ou tout simplement des allergies. En général, il y a toujours un élément déclencheur. Comme je viens de les citer, poils du chat, brume de sable, pollen. Mais il faut comprendre que s'il y a un élément déclencheur qui vous déclenche une crise, c'est parce que votre terrain il est propice à ça. Sinon, tout le monde sera allergique en fait, puisque 10 personnes peuvent rentrer dans une pièce où il y a une clim et il n'y en a que 2 qui vont se mettre à éternuer. Ce n'est pas la faute de la clim en fait. C'est que ces personnes ont une sensibilité par rapport à cet allergène et sont en train de l'exprimer. Donc, il faut comprendre que l'élément déclencheur, c'est quelque chose, mais que votre corps réagisse à cet élément extérieur, c'est un peu plus important.
Parce qu'en général, c'est plus facile de contrôler des éléments intérieurs que des éléments extérieurs. Parce que c'est assez difficile, je pense, d'aller contrôler s'il y a de la brume de sable, de demander à l'environnement d'arrêter le pollen ce printemps. Bon, voilà, ce n'est pas possible. Par contre, tous les environnements intérieurs, vous pouvez les maîtriser un peu plus. Et là, je te donne la parole, Anto, pour qu'on puisse ensemble voir un petit peu c'est quoi les différentes solutions. Donc, je te donne la parole pour que tu puisses un peu, toi, nous raconter ton parcours et qu'on puisse lister toutes ces solutions que toi, tu as pu trouver, tu as pu utiliser et ce que moi, j'ai pu utiliser aussi. Ok, ça marche. Donc, je vais vous expliquer le parcours depuis le début. Je pense que la base est importante. Donc, moi, depuis que je suis enfant, j'ai toujours eu un corps qui était très réactif justement à mon environnement extérieur. Donc, j'avais de l'asthme. Tout au début, j'ai eu de l'asthme. Ensuite, j'ai continué à avoir de l'asthme. Mais en plus de ça, j'ai eu de l'eczéma. J'ai eu d'autres choses qui sont venues se greffer à ça. J'ai eu de la dyshydrose. C'est une pathologie dermatologique qui touche principalement les mains et les pieds. Et ça a tendance à faire des petites vésicules. Et puis ensuite, ça sèche. Enfin, bon, c'est pas joli. Ça gratte, ça démange. Enfin, bref. Voilà, j'ai eu d'autres petits. Enfin, là, par exemple, tu parlais des sinusites et autres. Voilà, c'était un classique pour moi. Bon. Donc, ça, c'était enfant. Et donc, ça a été relativement fort, notamment au niveau de l'asthme, jusqu'à mes 10-15 ans à peu près, on va dire jusqu'à la période collège, en sachant que donc j'en étais à un tel point que dès que je faisais du sport, dès que j'allais dans un environnement où il y avait, souvent c'était les acariens, donc de la poussière et autres, j'avais des crises d'asthme, mais des crises d'asthme qui étaient tellement fortes que je devais aller à l'école j'avais un petit sac avec un espèce de respirateur en fait. Et donc quand j'avais des grosses crises d'asthme, je devais prendre ce truc-là. Et en fait, ça diffusait de la ventoline, tout ça. Enfin bref. Moi personnellement, je l'ai pas mal vécu parce que je ne m'apitoyais pas sur la situation, je continuais ma vie, quoi. Bon, ouais. Et ça te permettait de respirer aussi, quoi. Ah ouais, ouais, malheureusement. Mais du coup, bon, l'âge a avancé. Les symptômes ont persisté, mais ils se sont peut-être un petit peu atténués. J'avais plus de. Alors, il y a une question, qu'est-ce qui participe à créer un environnement? J'ai pas lu la question en entière. T'as la question, Charbel? Qu'est-ce qui participe à créer un environnement donc dans le corps qui sera inflammatoire? Quels sont les aspects psychologiques liés à l'asthme? Donc, ouais, on abordera le psychologique et on arrive à pourquoi il y a un environnement inflammatoire. On y arrive. C'est une bonne question. Je continue la petite histoire parce que je pense que la base est importante. Du coup, j'ai grandi et puis donc j'ai commencé à comprendre ce qui se passait autour de moi. J'ai compris qu'en fait, les médecins n'avaient qu'une vision en deux strates. Je ne dis pas que c'est une erreur, mais pour moi, il manque quelque chose. La première strate, c'est en gros, effectivement, les agressions extérieures. Donc, bon, je ne les recite pas, on les a évoquées, mais il y en a plein d'autres. Que ce soit pour l'eczéma, c'était pareil. Hein. Et puis, à chaque fois, bien sûr, on me disait, tu es stressé, le stress majeur, tout ça. Bon, bref. Je me sentais, moi, personnellement, moins stressé que le médecin qui était en face de moi, mais bon. Et donc, la deuxième strate qui est visible pour les médecins qui savent traiter, c'est le symptôme. Donc, en fait, on me parlait de symptômes auxquels on répondait par des médicaments. Ces médicaments calmaient ma plainte, mais par contre, on en revenait à la même situation dès que le médicament n'était plus dans mon corps, que ce soit pour l'eczéma, que ce soit pour l'asthme et autres. Et donc, j'ai continué à grandir et je suis arrivé après en médecine, en ostéo. Enfin, d'abord, j'ai fait médecine, ensuite j'ai fait ostéo. Et à force de discussion, par exemple avec Charbel, que je connaissais déjà à l'époque, avec des amis, avec des gens qui pensent un peu différemment, je me suis posé la question de est-ce qu'il n'y aurait pas une troisième strate dans ce problème. Et cette strate, pour moi, c'est donc le terrain. Donc on en revient à la question qu'a posée, je ne sais plus qui, il y a 2 secondes. Donc le terrain. Et donc, en avançant dans mes études, j'ai commencé à me poser des questions. Comment essayer d'améliorer ce terrain? Comment faire en sorte que mon corps ne vienne pas à chaque sollicitation hyper réagir à l'agression? Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe finalement. En fait, votre corps est agressé comme les autres qui sont dans la même pièce, mais pourtant le vôtre réagit plus fort. On va vous qualifier de fragile. On va vous dire vous êtes sensible, vous êtes fragile.
En fait, c'est pas faux. C'est pas faux. Et moi, j'ai pris ça j'ai pris ça plutôt comme une qualité. C'est-à-dire que je me suis dit, voilà, mon corps m'envoie une information, autant essayer de l'écouter. Sur le long terme, c'est comme ça que j'ai réagi. Et donc, j'ai reposé les bases, les piliers, si vous voulez, de la santé, qui sont à la fois tellement simples que ça paraît bête de les répéter, mais en même temps, quand on les énumère, on se dit, mince, est-ce que finalement, je coche bien toutes les cases dans ces piliers-là? Le premier pilier que j'ai fouillé et qui a été probablement le plus intéressant, ça a été l'alimentation. Donc, si jamais il y a des questions sur ça, je pourrais y répondre après. Mais en gros, j'ai changé totalement ma façon de m'alimenter. Alors, c'est quoi les aliments qui, toi, est-ce que tu l'as fait parce qu'on t'a dit, tiens, tel aliment, ça va inflammer ton asthme, ou est-ce que toi, tu as testé aliment après aliment pour voir qu'est-ce qui pouvait te déclencher? Alors ça, je ne l'ai pas fait pour l'asthme. Ça, je l'ai fait pour, en fait, entre les symptômes que j'avais des aftes. Et d'ailleurs, pour la dyshydro, je l'ai fait aussi pour ces deux symptômes-là, donc dyshydrose et aftes. J'ai testé ce qui potentiellement pouvait me déclencher des crises. Je les ai trouvés d'ailleurs. Donc en général, Lesquels? c'est des colorants, des édulcorants, voilà, des choses qui sont rajoutées, tout ce qui commence par un E quand vous regardez la liste d'ingrédients dans ce que vous bouffez. Ça a été le premier pas. Et après, je me suis dit, c'est pas possible que je fasse ça pour tout. Et in fine, j'étais encore en train de regarder l'agression externe finalement. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, il ne faut pas simplement que je supprime des choses de mon alimentation, il faut que je comprenne comment m'alimenter correctement pour que ce soit adapté, en tout cas à moi, quoi. C'est Et ça. donc, j'ai changé ma façon de manger. Ça a pris du temps, hein. Je ne vous cache pas que je suis génération années 90, donc c'est Kinder Bueno, Kellogg's et Coca-Cola à foison. Donc, j'ai arrêté tout ça, bien sûr. Pour résumer, j'ai été vers des aliments naturels qu'on est censé consommer dans des formes les plus basiques possibles. Je ne vous cache pas que comme j'aime manger, je m'accorde des petites entorses qui me font plaisir. Mais par contre, le gros de mon alimentation, elle est cohérente avec ce qui me semble être une nutrition, une alimentation saine, quoi. Donc là, ce que tu viens de citer, ce sont les allergènes alimentaires. Donc tu as des catégories d'aliments qui, tu sentais, te provoquaient des petits signes. Donc pas forcément l'asthme, mais comme tu disais, ça pouvait être des aftes, ou moi je le remarquais avec des aliments, ça pouvait être éternuer ou se moucher constamment, ou ça pouvait être des boutons. Donc chaque personne a une réaction différente. Et ça recoupe avec ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand vous allez manger des aliments qui sont transformés, qui sont surtransformés, c'est-à-dire les E200, 300 et tout ce que vous voulez, en fait, au niveau cellulaire, le corps, il ne les reconnaît pas. Donc, en fait, il ne peut pas les utiliser, puisqu'ils sont tellement transformés que le corps ne sait pas ce que c'est, il ne parle pas le même langage, et s'il ne peut pas les utiliser, il va vouloir les éliminer. S'il arrive à les éliminer, il va les envoyer vers les organes d'élimination, et le système respiratoire, c'est un organe d'élimination. Donc, on se l'était dit quand on discutait cette semaine, Anthony, quand un médecin te dit « Ah ben, tu as ça parce que tu as une fragilité en hygiénisme, en naturopathie », on dit l'inverse. C'est-à-dire que si tu as tout le temps des allergies, c'est que tu as des poumons qui sont très forts et qui sont en train de te permettre de balancer ce que le corps ne veut plus, quoi. Donc déjà, on a cité les allergènes alimentaires, quoi. Ouais, c'est mon avis aussi. Ouais. Et est-ce que ça répond à ta question? Qu'est-ce qui va créer une inflammation? Pour moi, c'est ça. C'est ce qui crée un environnement inflammatoire. C'est quand le corps accumule des trucs dont qu'il ne sait pas utiliser et qu'il a du mal à éliminer, en fait. Donc ça crée forcément une irritation, une acidité et donc de l'inflammation. Je te redonne la parole. À ton tour. Pour information, donc ça a été la première chose que j'ai regardée. Et bon, j'ai été même plus loin que ça ces dernières années, puisque j'ai commencé à faire des jeûnes. J'ai découvert le jeûne par les discussions qu'on a eues avec d'autres gens aussi. J'ai découvert le jeûne, notamment le jeûne intermittent, ce qui permet en fait justement de faire des phases où on va éliminer une grosse partie de ces résidus qui stagnent, qui embêtent le corps, quoi. Donc, pour moi, ça a été l'alimentation et le jeûne ont été des solutions, je dois t'avouer, assez miraculeuses. Enfin, pour moi, j'ai eu bien plus d'effets que ce que je pensais, quoi. Et en plus, sur la totalité de mes symptômes. Pas un, quoi. Ça n'a pas marché que pour l'asthme, ça a marché pour tout le reste. Et quand tu dis jeûne, est-ce que c'est du jeûne sur du court terme, sur du moyen ou du long terme? Qu'est-ce que tu faisais comme type de jeûne? Je ne l'ai jamais fait sur du long terme. J'ai toujours fait du jeûne assez court. Donc, en gros, en général, moins de
moins de 20 heures en général, quoi. Ok. J'ai fait des phases où je le faisais quotidiennement, quoi. Donc souvent, bah, je m'alimentais en gros de 16 heures à 22 heures et le reste du temps, je ne mangeais pas. Je m'hydratais, mais par contre, je ne mangeais pas. Ok. Bah, c'est intéressant parce que c'est le jeûne, je sais qu'il y en a là qui participent et que je reconnais et qui l'ont déjà fait. Ouais, le jeûne, ça va te mettre tout sur pause pour moi parce que ça va permettre au corps au lieu de se concentrer à digérer le petit-déj, le déjeuner, le goûter, le dîner, le corps va être concentré à digérer ce qui est déjà là à l'intérieur, accumulé depuis. Et je suis vraiment gentil depuis des mois, des années en fait. Je ne sais pas si elle était vraie cette histoire. Il y avait un mec qui racontait qu'il avait fait un très long jeûne suivi d'une purge et, euh, et qu'il avait retrouvé dans ses selles un jouet qu'il avait avalé quand il était petit, quoi. Genre un petit capuchon, une connerie en plastique, genre des années après. Vrai ou pas, je ne sais pas, mais bon, de la même manière que quand les gens font une cure pour la vésicule, ils arrivent à expulser des calculs. Je me dis qu'il y a sur une dizaine de mètres d'intestin, il peut y avoir beaucoup de choses qui restent coincées en tout cas. Ouais, c'est possible. Et bon, en tout cas, voilà. Donc moi, ça a été le premier des piliers de la santé que j'ai fouillé. Et après, les autres, bon, je les énumère, mais voilà, c'est juste pour peut-être pré-répondre aux questions qui vont être Bien posées. sûr. Mais en gros, l'alimentation, à ça, moi, j'ajoute l'hydratation, puisque je buvais de la merde, concrètement, devant donc, j'ai rebu de l'eau, et puis j'ai essayé de boire les quantités qui allaient bien. L'autre pilier qu'on peut citer, c'est le sommeil. Donc, j'ai retravaillé mon sommeil de façon régulière. Voilà. Activité physique que j'ai jamais vraiment complètement lâché, mais par contre, la vie avançant, on a peut-être un peu moins de temps à consacrer à ça. Bah, j'ai remis de l'activité physique, pas quotidienne, mais presque. Et de Alors, la moi, j'ai une question. Quand tu étais très asthmatique adolescent, par exemple, ou enfant, est-ce que tu faisais autant de sport? Est-ce que on t'avait demandé de te freiner sur le sport ou pas? Alors en fait, on m'avait demandé d'arrêter le sport et moi j'ai fait tout l'inverse, j'en ai fait encore plus. Donc de temps en temps, je faisais des orgasmes et puis du coup c'était un peu compliqué. Mais j'ai jamais, je me suis, en fait, comme je me suis jamais senti fragile, j'ai jamais écouté les solutions qui me paraissaient justement un petit peu, enfin, je sais pas, mon corps me Te disait mettre pas dans un cocon, quoi, en fait. j'ai jamais fait ça, quoi. Donc, je me suis rendu compte, parce que du coup, lié à l'asthme, je faisais des tests pulmonaires et des tests d'effort. Et comme à l'époque, j'étais dans on va dire, des catégories au niveau sport qui étaient quand même assez correctes, j'étais obligé de faire des examens. Et en fait, ce qui était très surprenant, c'était que malgré mon asthme, j'avais souvent lors des tests des capacités respiratoires qui étaient bien supérieures à la moyenne de mon âge. Ok. Euh, J'avais fait un test assez poussé quand j'avais 15 ans parce que je suis rentré en équipe d'Essonne de water polo. Et ils m'ont dit concrètement, ils m'ont dit, tu as la capacité pulmonaire brute d'un mec de 20 ans. Et ils étaient vachement surpris parce que bah, moi, je suis venu faire les tests d'effort, j'avais ma ventoline avec moi, quoi. Pour information, j'en avais pas pris avant de faire le truc et je n'en ai pas pris pendant l'effort. Mais bon, voilà, pendant l'effort, ça s'est très bien passé. J'ai pas été embêté. Donc j'ai fait mon test d'effort, c'était super. Mais bon, pour vous dire qu'en gros, l'effort étant un déclencheur chez certains asthmatiques, on m'avait dit de ne pas en faire. Bah, moi, j'ai continué à en faire et ça ne m'a pas trop mal réussi pour le coup. Mais tu avais ta ventoline au cas où il y avait une crise, c'est ça? Toujours, toujours, Ok. toujours Est-ce avec que, moi. je- est-ce que tu marques un âge ou un moment de ta vie où tu as pu mettre à côté les médicaments chimiques ou est-ce que toujours, si tu as une crise, tu as ça sous la main? Depuis que j'ai changé d'alimentation et que je jeûne et que bon, voilà, j'ai fait attention donc à tous les piliers qu'on a évoqués. Alors, il y en a un dernier qu'on n'a pas évoqué, il me semble que c'était la question de la dame. Le stress? Voilà, le stress, enfin, on va dire moi j'appelle ça le système nerveux autonome parce que c'est une déformation liée à mon travail, mais en gros, notre système nerveux autonome, celui qui gère le stress, la fatigue, tout ça, voilà, c'est un paramètre qu'on doit gérer aussi. Et bon, bref, une fois que j'avais rééquilibré ces 5 paramètres, j'avais à peu près 25-26 ans à l'époque. Donc bientôt, bah, mine de rien, ça en fera presque 10. Je n'ai plus jamais utilisé de ventoline de ma vie. Plus jamais. Ok, Ni ventoline, ni pulmicort, parce que j'avais un complément en pulmicort aussi à l'époque. Plus ok. jamais j'ai utilisé ça. Et pour information, là actuellement, je fais
on va dire à peu près 2 à 3 heures de sport minimum par semaine. Des fois, c'est plus, des fois, enfin, c'est jamais moins, c'est le minimum. Et je fais des choses à haute intensité, comme le crossfit et autres, et je n'ai jamais eu de crise d'asthme. Ça ne m'est jamais arrivé. Et pourtant, comme je suis sensible, je détecte des fois, même dans les salles d'entraînement, de la poussière, des choses comme ça. Mais par contre, mon Ça t'a corps, jamais déclenché. Donc, en gros, tu es en train de nous prouver par A plus B, un, l'efficacité des traitements chimiques quand on avait besoin et que c'était une urgence, et que deux, d'avoir modifié ton terrain surpassait largement le fait que tu puisses être exposé à de la poussière, à des acariens ou à un allergène extérieur, en fait. exactement. En fait, je pense qu'on néglige la capacité du corps déjà à nous guérir, puisque au final, tout mon terrain s'est nettoyé, ça a pris vachement de temps, hein. Il s'est nettoyé. Et on néglige aussi le fait qu'on peut même le renforcer, quoi. On peut même le renforcer à l'image d'un muscle, quoi. Donc, au final, euh, moi, bon, j'ai toujours adoré le corps humain, mais là, ça a été le miracle du corps humain pour moi, quoi. L'apogée. Bah, totalement. C'était magnifique. C'était l'expression de ce qu'on appelle l'homéostasie. Donc, Alors, le- on l'a défini, l'homéostasie, pour ceux qui nous regardent, l'homéostasie, c'est cette capacité qu'ont tous les êtres vivants, lorsqu'ils laissent leur organisme au repos, à revenir à un état d'équilibre. C'est-à-dire que le corps, de lui-même, si on le laisse au repos et qu'on crée un environnement adéquat, va revenir à un état d'équilibre spontanément. Est-ce que tu es d'accord avec cette définition, Anthony? Ouais, totalement, totalement. L'homéostasie, Euh, c'est une notion d'équilibre et de continuité. Et ça, notre système nerveux autonome est fait pour ça. Il sait le faire tout seul sans qu'on l'aide. Mais des fois, bah, il a quelques difficultés à le faire dans son entièreté. Et c'est là qu'il faut le comprendre. Et c'est là qu'interviennent justement notre terrain et donc les piliers qui sont pour moi de la santé qu'on a qu'on a évoqués. cité tout à l'heure. Ouais. Alors, moi je, fais toujours une transition sur la question et l'aspect psychologique qui a été posé là, dans la question. On avait dit qu'effectivement, si on essaye de maîtriser la crise avec les allergènes extérieurs, effectivement, on aura ça peut-être comme, comme modification. Si on rajoute de l'hygiène de vie et de l'alimentation et du jeûne, on commence à avoir encore plus d'impact sur le truc. Et si j'ai beaucoup aimé on peut le faire en strate en fait, je reprends ton expression. Et si on rajoute encore cette strate sur l'aspect émotionnel et psychologique, et moi j'ai une petite expérience sur l'asthme puisque je l'ai vécu cette année, et pourtant ça fait des années que mon alimentation elle a changé. Anthony me connaît depuis plus de 10 ans et, euh, et que le jeûne c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ma vie et que en général, tout ce qui est transformé, même si je me fais plaisir, c'est quelque chose qui n'est pas dans mon alimentation quotidienne. Pourtant, cette année, pendant quelques mois, j'ai eu toute une série de crises à suffoquer. Et comme je considère mon corps comme un laboratoire d'expérience, je n'ai pas voulu prendre de chimique du tout, comme à chaque fois. En naturel, moi, j'ai quand même eu des choses qui m'ont aidé. C'est les complexes de plantes, respiration, le truc tout bête, hein, la tisane respiration du supermarché, du magasin bio. Ça m'arrêtait ma crise en espace de 10 minutes, mais c'était le même système. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'aspect stress en fait, et émotionnel, quoi. Que si mon alimentation n'avait pas changé, si mon environnement extérieur avait très peu changé, qu'est-ce qui se passait moi à l'intérieur pour pouvoir provoquer ce truc-là? Est-ce que toi, tu as vécu un stress? Est-ce que tu avais pu identifier un truc qui te déclenchait la crise ou pas spécialement? Bah, ça, c'est avec le recul que je m'en suis rendu compte. C'est-à-dire que les médecins, quand j'étais gamin, me disaient c'est un enfant stressé, tu es stressé, tu déclenches tes crises d'asthme par le stress. Moi, personnellement, je ne le sentais pas. Je ne le sentais pas parce qu'il n'y avait pas il y avait pas de grosse source de stress. Mais en fait, avec le temps et avec l'âge, euh, in fine, j'ai fini par me poser des questions forcément sur cette sphère-là, sphère que je négligeais exactement comme je négligeais mon alimentation avant. Et en fait, il faut apprendre à se connaître pour comprendre comment gérer cette sphère-là. Donc, faut du recul sur soi, sur ses réactions. Et donc, je me suis rendu compte que j'étais en fait quelqu'un de ce qu'on peut qualifier d'hypersensible. Et que donc, des fois, des situations qui peuvent paraître normales à certains ne l'étaient pas pour moi. Et du coup, l'hypersensibilité, je pense, avec le temps, je l'ai compris maintenant, je pense que cette hypersensibilité et donc ce stress, même face à des choses peut-être
simple pour d'autres, eh bien, je pense que ça participait à la problématique de fond du terrain. Ouais. Ah, c'est vrai que souvent, en fait, on se sent pas, on se voit pas stressé. J'avais une patiente, c'était pas de l'asthme, mais elle venait à mon cabinet, je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est ces gens qui viennent parce qu'on leur a conseillé de venir. Et la dame, elle a diabète, tension, cholestérol, eczéma, psoriasis. Et je lui dis, bah, est-ce que ça va dans votre vie? Est-ce que vous vous sentez stressé? Elle me dit, non, non, ça va, la vie est belle, quoi. Et le truc, c'est que parfois, c'est ça, en fait, que, comme tu dis, il faut apprendre à se connaître. Nous, dans notre tête, on ne se sent pas stressé, mais il y a ton corps qui te balance tellement de signaux. Est-ce que tu es capable d'avoir, pour reprendre ton terme de cette semaine, l'humilité de te dire, ah bah, peut-être que je suis en train de faire un truc qui ne va pas, quoi. Et Ouais. pour moi, en fait, c'est toujours ça sort. Si le corps est en train de cogner fort, c'est qu'on n'est pas du tout dedans et on est perché dans notre tête à se persuader que ça va bien, en fait, et à rater pas mal de signaux. Ouais, totalement d'accord. Euh, tu parlais de système nerveux autonome et moi, je voulais faire juste un petit cheminement. Ça, c'est mon analyse là-dessus. C'est sur comment une émotion, en fait, ou un stress extérieur peut venir se manifester dans le corps, en fait. Et on parlait tout à l'heure des toxines. Et en fait, une toxine, c'est une substance toxique que le corps n'a pas réussi à utiliser ou à assimiler et qu'il a du mal à l'éliminer, en fait. Et une émotion, ça fonctionne un petit peu comme une toxine. C'est-à-dire que si on ne l'a pas utilisée, c'est-à-dire que si on ne l'a pas ressenti et qu'on a eu du mal à l'éliminer, c'est-à-dire à l'exprimer, ben, elle va se stocker. Et elle peut se stocker dans un muscle, un organe, une articulation, une glande, peu importe. Le corps entier peut se retrouver avec un stock d'émotions qu'il accumule, en fait. Et moi, je le vois un peu comme s'il y a eu un choc, ou si, même si c'est un choc mineur, une pensée non exprimée, une petite illusion qu'on se fait dans sa vie, auquel on va prendre conscience à ce moment-là, un stress trop important, ou une vérité qu'on retient pour ne pas blesser quelqu'un. Si à l'instant T, notre cerveau n'est pas capable de gérer cette information, en général, il va décompenser et à travers le système nerveux, va envoyer une impulsion électrique, le corps va se contracter et ça fait comme un mécanisme de défense et ça va se loger là où ça peut se loger. Pour ceux qui s'intéressent à ça, il y a le docteur Hammer qui est à l'origine de ce qu'on appelle le décodage biologique, en fait, hein, le décodage émotionnel, c'est-à-dire que votre cerveau n'a pas pu gérer un stress dans votre vie et va envoyer une information au corps pour que ce soit le corps qui prenne le relais. Moi, je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire que vous avez une émotion qui vient se cristalliser, qui vient se densifier dans votre corps, tout simplement parce que vous n'avez pas pu le gérer. Et si l'environnement il est favorable parce qu'on bouffe de la merde, parce qu'on ne boit pas assez d'eau, parce qu'on ne fait pas de sport, parce que ci, parce que ça, bah c'est là que ça va causer plus de dégâts, quoi. Donc, c'est vraiment un boulot monstre de se concentrer sur toutes les strates qu'on vient de citer, mais je pense que c'est un boulot nécessaire quand même si on veut éradiquer ce truc-là. Ouais, et puis là maintenant, je pense que l'apparition de toutes les thérapeutiques un petit peu alternatives tu vois, viennent aider les patients aussi à ça, quoi. Parce que je pense que c'était une sphère, la sphère donc, émotionnelle qui était négligée dans la prise en charge du patient, en tout cas dans la vision occidentale, si tu veux, Oui, de la, de la prise en charge du patient, hein, parce que ce n'est pas le cas dans toutes les médecines. Du coup, maintenant, je pense qu'il y a quand même pas mal de solutions. Il y a des solutions qu'on peut faire tout seul, c'est-à-dire en gros, déjà, je pense que l'activité physique, la méditation, ce genre de choses, c'est déjà des solutions. Et après, effectivement, il y a assez de thérapies alternatives. Après, bon, je vais pas toutes les citer. L'ostéopathie peut en faire partie. La sophrologie, le reiki, la kinésiologie que j'ai découvert moi récemment. Voilà, il y a des choses, il y a des choses alternatives et je pense que maintenant, le patient a accès à des solutions. Ce n'était pas le cas il y a 15 ans, quoi. non. Donc oui, le patient d'aujourd'hui, il est censé, et c'est peut-être ça le truc, mais ça demande de se responsabiliser. Le patient d'aujourd'hui, il est censé aller aller chercher les infos et aller voir le, ouais, le corps thérapeutique aussi, quoi. Pas aller se dire, bon, bah, j'ai été voir tel spécialiste, médecin ou pas médecin, ou ostéo ou pas ostéo, d'aller travailler avec toutes ces thérapies pour voir laquelle résonne le mieux avec ce qu'il a, quoi. Moi, c'est ce que je fais avec mes patients. En fait, mes patients, je leur propose pendant la consultation d'être vraiment acteurs de leur bien-être. Et donc, je leur donne des conseils, bien sûr. Après, je ne suis pas diététicien, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas kinésiologue et autres. Mais par contre, je leur propose des cases à jouer, voilà, en leur disant, voilà, peut-être que
peut-être un petit check avec quelqu'un qui pourrait vous conseiller sur l'alimentation, ce serait une bonne chose. Et je leur dis aussi, ne vous contentez pas de ça, ce n'est qu'un avis. Lisez, voilà, renseignez-vous, regardez, maintenant il y a des contenus sur YouTube, il y a des choses accessibles sur Internet. Informez-vous. En fait, la base, c'est que voilà, si jamais on se rend compte que notre terrain n'est pas bon, qu'on check les piliers qu'on vient d'évoquer, alimentation, machin, truc, on s'en rend compte qu'il y en a un qui a un problème, je pense que la base, c'est déjà de s'informer dessus. Et en fait, après, les thérapeutiques qui vont en face, on les trouve naturellement. Mais je crois que d'abord, il faut commencer par la connaissance. Il faut comprendre ce que c'est que ce pilier, comment il fonctionne. Et en plus, toi qui es calé en nutrition, tu le sais mieux que moi, il n'y a pas, de recette magique, quoi. Il y a une alimentation qui correspond à une personne, quoi. Ouais, Et donc, exactement. voir un mec qui te propose un jour de la vie, ça n'existe pas, quoi. Donc, il faut impérativement que le patient soit acteur, à mon avis, de sa guérison, quoi. Mais c'est un. J'en parle souvent avec des thérapeutes. C'est le vrai problème pour moi aujourd'hui, c'est que on n'a pas éduqué le patient à être acteur. On a éduqué le patient, et je pense que on l'a même pas éduqué. Ça s'est fait, ça s'est fait. Moi, je le vois comme ça. C'est la relation médecin-patient. C'est le patient, il vient avec une problématique. Le médecin, pour pas que son patient il meure en fait, et pour pas qu'il y ait une, une, comment dire, une dégradation de l'état de santé de son patient, va forcément lui donner une solution. La médecine aujourd'hui, elle est basée sur traiter l'urgence, et le patient de l'autre côté, il se dit bon bah tiens, on m'a donné un médicament, bon, bah, ça m'a réduit mes symptômes, je ne vais pas aller chercher plus loin. Je pense qu'il y a une sorte de dialogue dessous entre le médecin qui n'a pas le temps aujourd'hui parce qu'il il est débordé, le corps médical, il n'a pas le temps d'éduquer son patient, et le patient en face qui se dit bon bah, on m'a donné une petite pilule magique, pourquoi j'irai chercher quoi? Pourquoi j'irai chercher plus? Sauf si ça fait 5 ans ou 10 ans comme toi qu'il en avait marre d'avoir des symptômes récurrents ou d'être dépendant d'un truc. Mais je ne pense pas qu'à la base, on éduque le patient à se responsabiliser, quoi. Et je ne crois pas, moi, tu vois, c'est légèrement différent, c'est que je pense que ce n'est pas le rôle du médecin. Et en fait, je pense que ce n'est pas non plus le rôle du thérapeute. Alors attention, je fais attention quand je dis ça, c'est que si jamais on veut aider le patient en dehors de ce que l'on propose comme soins directs en consultation, c'est un choix. Ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas d'obligation. Je veux dire, c'est pas, un ostéopathe ou un médecin n'est pas un mauvais si jamais il ne conseille Non, pas le patient sur autre chose. Il fait juste ce qu'il sait faire. C'est tout. mais à ce moment-là, qui doit prendre la parole? Ou est-ce que ça doit juste venir du patient de se réveiller et de se dire bon, bah, je vais commencer à chercher? Pour moi, ça vient du patient. Et après, il faut quand même un petit déclencheur. Il faut un déclencheur. Et ce déclencheur, en général, bah, ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, ça peut être une discussion, ça peut être une vidéo, ça peut être n'importe quoi. Mais je crois qu'il faut surtout apprendre aux gens à écouter leur corps surtout et à comprendre que c'est eux en priorité les acteurs de leur santé. Il faut arrêter d'essayer de trouver des solutions magiques, que ce soit chez l'ostéo, chez le médecin ou autre. On a des solutions à certains problèmes, certes. Un paquet de ces problèmes-là serait évité si jamais Si on on faisait pouvait, bien sûr. notre santé nous-mêmes, quoi. C'est la base. Moi, c'est mon rêve. Que chacun soit son propre thérapeute et que ça n'empêche pas d'aller voir l'ostéo, le médecin, le sophro, peu importe quand il y a besoin d'aller plus loin. Mais je pense qu'on devrait être amené à être son propre thérapeute ou être acteur de sa santé. Ça commence par s'informer, quoi, et ça commence par s'instruire. Ouais, et puis après, là, tout ce que j'ai évoqué, moi, par exemple, par rapport aux solutions pour l'asthme qui ont fonctionné pour moi, euh, eh bien, ça ne chante pas du tout le travail du médecin. C'est-à-dire que moi, j'en étais à un tel point qu'il n'y avait que eux qui pouvaient m'aider. Hum. Et personnellement, je les en remercie. Ça veut dire aussi que ce genre de réflexion, si tu veux, de changer, de modifier son terrain et tout, fonctionne à un certain degré et ça ne remet en rien en question un traitement Non, non. pour l'asthme ou un traitement pour le cancer ou quoi. L'idée, c'est pas de dire attention, ne prenez plus de traitement et jeûnez. C'est pas du tout l'idée. C'est voilà, sur le fond, vous avez des choses à faire. Quand un symptôme est trop important ou quand votre santé générale se dégrade trop, bien sûr qu'il faut prendre son traitement médicamenteux. Bien sûr, quand on a un lumbago, qu'il faut aller voir l'ostéo pour se faire débloquer son dos. Il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. Ça ne remet pas ça en question. Non, et tu as raison de le dire, et que ce soit dans le cas de l'asthme ou dans le cas même d'un cancer, quel que soit
Enfin, moi, en tout cas, je pense que c'est ça le fond du sujet. Quel que soit le choix du traitement que vous faites, chimique ou naturel, ou peu importe, il y a un vrai travail à remettre un peu sa vie en question. Moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire que si à l'instant T, là, on est malade et on n'est pas content de son état de santé, c'est qu'il y a eu une accumulation, une succession de manières de manger, de dormir, de penser, d'agir, de vivre sa vie qu'il faut remettre en question, quoi. Et que ça se fait jamais du jour au lendemain. Moi, je ne crois pas au jour au lendemain, en tout cas. Moi, en fait, quand les gens, j'ai l'impression de le faire. Tu sais, d'un seul coup, tu vois, tu parles avec eux, ils ont un déclic, ils se disent merde, il a raison, je mange pas bien du tout. Mm. Et le gars, pendant, tu vois, 3 mois, il va se mettre à manger que de la salade. Bon, il n'a rien compris à ce que je lui expliquais du coup. Il va se mettre à manger que de la salade, il va manger qu'un jour sur deux. Et in fine, je le vois 6 mois après, et le gars, il va me dire, oh, mais j'ai fait votre truc pendant 3 mois, ça m'a saoulé, c'est relou. En fait, je lui ai rien proposé, en fait. Je lui ai demandé de s'instruire. Mais le gars, en fait, il fonce dans le truc. Et en fait, je crois, et c'est surtout ça que je leur dis, prenez le temps de réfléchir. Je leur dis pas jeûner ou changer d'alimentation. Je leur dis, Renseignez-vous, quoi. voilà, apprenez à manger, et vous verrez, ça devient cool. Et en plus de ça, c'est pas vu comme un régime, c'est pas vu comme une contrainte, ça devient un style de vie. Mm. Donc en fait, c'est pas ponctuel. Ça devient une façon de vivre. Ok. Ça fonctionne bien. Écoute, merci Anthony. On va peut-être ouvrir des questions s'il y en a. Je pense qu'on a abordé à peu près tout. Les solutions, moi je les mettrai en lien sur le replay de cette vidéo, c'est-à-dire le petit modèle de 3D pour expliquer comment fonctionne l'asthme. Je vous mettrai aussi des liens vers ceux que ça intéresse pour le décodage biologique ou émotionnel de l'asthme, avec des gens qui sont calés là-dedans. Et ouais, renseignez-vous, c'est-à-dire que l'ostéo, la kiné respiratoire, l'alimentation, le jeûne, tout ça, ce sont des solutions. Moi, pour ma part, ce qui m'avait vraiment, vraiment fait du bien pour les crises, c'était la tisane de base, respiration, et c'était des huiles essentielles entre les crises pour pouvoir redonner un petit peu pour aider, juste soutenir mes poumons à expectorer et à cracher ce qu'il y avait à cracher, quoi. Parce que souvent, c'est bien ça, c'est juste une congestion cellulaire, une congestion lymphatique. Je n'ai pas parlé du système lymphatique, mais la lymphe, c'est ça son travail, c'est d'aider le corps à éliminer ces toxines. Et quand il n'y arrive pas, il faut soutenir le corps. Donc c'est là où les plantes ou les thérapies peuvent être intéressantes. Dans le sens de l'homéostasie dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Parce que c'est ça, in fine, qu'a fait un ostéo. Pour moi, l'ostéo, il va venir lever des dysfonctions ou redonner de la mobilité à certaines structures pour que le corps puisse rentrer dans cet état d'homéostasie et revenir à l'équilibre. En tout cas, c'est la théorie. Ouais. En tout cas, quoi? C'est la théorie, ouais. En tout cas, c'est la théorie, c'est ça, quoi. Donc, est-ce que tu veux finir avec quelque chose, Anthony? Ou est-ce que c'est OK pour toi? Ouais, moi, c'est globalement, j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc, en gros, voilà, faut je pense qu'on est tous acteurs de notre santé. Moi, le témoignage que je fais là, c'est que mon témoignage perso, ça ne vaut que ça. Et c'est pour ça que je le dis sur le plan personnel. C'est mon chemin de vie. Il a bien fonctionné pour moi. Encore une fois, il a bien fonctionné pour moi. Voilà, faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un me demande de décrire tout ça et qu'il refait la même chose et que il y a quelque chose qui fonctionne pas, je veux dire voilà, encore une fois, on ne vend pas de tour de magie, quoi. Là, c'est une expérience, ça vaut ce que ça vaut, et à aucun moment, ça ne renie ni la prise en charge médicale ni le reste. Magnifique. Bah, merci. Et je voulais finir cette petite émission à juste une petite vidéo de 2-3 minutes de quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors, ça n'a rien à voir avec l'asthme, mais ça a à voir avec vivre l'instant présent, puisque c'est un des conseils que je donne avec toutes les personnes qui sont asthmatiques pour les aider à repasser un peu dans leur corps. C'est faire une activité qui vous permet de vivre l'instant présent sans être mystique. L'instant présent, c'est faire une seule chose à la fois, c'est tout, hein. Vous pouvez le faire en jouant de la trompette, en faisant ce que vous voulez comme activité. Tu parlais du sport tout à l'heure. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de patients qui me disent bon, ok, je vais me mettre au sport. Et ils se mettent au footing, par exemple, et je les retrouve 2 mois après avec l'iPhone, la montre connectée, et genre le même stress du boulot, ils sont allés le foutre dans le footing. Et ce n'était pas l'objectif. Non, l'objectif, c'était de vous vider la tête. Et là, je vous laisse avec une petite vidéo que je trouve géniale de Alex Honnold, qui est un escaladeur. Donc, ne faites pas ça chez vous, mais
mais lui, il est vachement dans l'instant présent quand on voit ce qu'il fait sans corde et sans filet.